Bon, bah écoutez, quelle aventure. Je suis évidemment désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui, mais il semble qu'une coalition des transports belgo-français se soit liguée contre nous. Alors j'espère que la technique va tenir, mais bien évidemment, la présentation était prévue pour être faite comme ça en public, in vivo et non pas à distance. Donc j'espère que ça ne nuira pas à la communication. Je vais essayer de faire aussi bien que possible. Si jamais il y avait un quelconque problème, n'hésitez pas à me le signaler en cours. Voilà. Alors, moi j'ai prévu donc que vous parlez des effets du contexte, de la réussite des élèves, tout en la mêlant évidemment voilà, à la question du jour, qui est la question des apports de la recherche en éducation. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce qu'il suffit de connaître pour appliquer? Mais plutôt que de vous faire un discours très général et très théorique sur ce que pourraient être les apports de la recherche, j'ai préféré finalement l'exemplifier, c'est-à-dire vous donner des exemples de recherche qui me semblent suffisamment comment dire proches du terrain pour qu'ils posent, je dirais presque finalement par eux-mêmes, les questions de leur application ou de leur applicabilité possible. Alors, mon plan est le suivant. Je vais d'abord très brièvement vous parler de construction des faits, de causalité et d'interprétation dans le monde de l'éducation. Puis vous parler de l'importance des contextes d'apprentissage. Puis très brièvement vous dire un peu voilà ce que la recherche montre, quels sont les facteurs qui comptent sur la réussite des élèves, et je prélèverai là-dedans surtout le jugement des enseignants. Une chose qui me semble intéressante, c'est non seulement d'étudier ce qui se passe, mais de voir également ce qui, du point de vue de la recherche scientifique, peut être fait en termes d'expérimentation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui soient efficaces? Et puis, je vous dirais que la réussite scolaire, c'est aussi une question d'orientation. Alors, évidemment, je ne connais pas tout le public qui est ici présent, mais j'imagine qu'il y a des gens du primaire, du secondaire. L'orientation est une question importante également pour eux. Et puis, je terminerai donc par la question de la généralisation. C'est-à-dire, est-ce que finalement, lorsqu'on a des résultats, ces résultats se généralisent par eux-mêmes? Est-ce qu'ils peuvent être appliqués par eux-mêmes à de grandes dimensions? Alors, je vais commencer par la question de la construction des faits, de la causalité et de l'interprétation. Il y a plusieurs problèmes qui se posent à nous. Il y a le fait de mettre au jour des faits, et il y a la question également de leur interprétation. Alors je voudrais juste, au départ, vous placer face à quelques faits à interpréter. Le premier serait le suivant: la taille des classes influence les acquisitions scolaires des élèves. La question, enfin ce que je voudrais vous amener à faire, finalement, c'est prendre juste un petit temps de réflexion pour que vous disiez: ah, tiens, finalement, la taille des classes influence les acquisitions scolaires, quel peut bien être le processus à l'œuvre? Pourquoi? Pourquoi, en général, quand on diminue la taille des classes, les acquisitions des élèves augmentent? Et puis, je vais vous demander un deuxième effort, qui consisterait à interpréter le deuxième fait. L'effet classe est plus important sur la motivation des élèves que sur leurs acquisitions scolaires. Voilà. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet autre fait? Bon, je vais pas, j'ai pas trop de temps à disposition, donc je peux pas vous laisser plancher trop longtemps là-dessus.
Donc évidemment, je vais en parler avec vous. Alors, la taille des classes influence les acquisitions scolaires. C'est après tout quelque chose qui est souvent une revendication presque des enseignants. Et par exemple, la France actuellement dédouble les classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire. Est-ce que on peut, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir finalement des choses plus précises que ça? Donc mon premier point consisterait à dire la recherche scientifique, elle permet d'établir des faits, mais c'est pas seulement des faits, comment dire, tout venant, c'est aussi des faits précis. Et donc, peut-on préciser cette assertion, la taille des classes influence les acquisitions scolaires? Eh bien oui, puisque assez clairement, la recherche montre que la taille des classes importe plus pour les jeunes élèves, c'est-à-dire principalement en début de l'école élémentaire, et que la taille des classes a moins d'importance, a un impact moins fort au fur et à mesure qu'on monte dans les degrés scolaires. La recherche permet également de préciser autre chose, c'est que ceux qui bénéficient le plus d'une réduction de taille des classes, ce sont les élèves des catégories défavorisées. Donc, voyez, mon premier point consisterait à dire la recherche permet parfois, disons, de confirmer certaines intuitions, mais dans bien des cas, elle les précise très largement. Et l'utilité d'une connaissance, c'est également sa précision, c'est-à-dire de déterminer dans quel contexte et avec quels élèves les choses ont le plus de chances de marcher. Et effectivement, beaucoup de travaux montrent que de meilleures conditions d'enseignement bénéficient aux élèves défavorisés. Et par exemple, dans le cas de la taille des classes, c'est bien souvent, en fait, un meilleur engagement des élèves qui est noté dans les classes réduites, avec davantage d'interactions individuelles qui bénéficient aux élèves défavorisés. Si j'en viens maintenant à la deuxième assertion, l'effet classe est plus important sur la motivation que sur les acquisitions scolaires des élèves. Alors je ne sais pas si vous avez vraiment eu le temps d'imaginer une interprétation à ces faits-là, mais en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette assertion très plausible ou pas, mais en règle générale, ce que je voudrais vous montrer, c'est que différentes assertions sont très souvent également plausibles. Que finalement, l'effet classe, c'est-à-dire le poids d'appartenir à une classe plutôt qu'à une autre, joue plus sur la motivation ou joue plus sur les acquisitions scolaires, ça apparaît, à mon avis, également plausible. Or, ce sont, à l'évidence, les facteurs cognitifs, donc tels que les acquisitions, qui sont le plus fortement influencés par l'effet classe. Les facteurs qu'on appelle connatifs, la motivation, l'estime de soi, etc., sont en moyenne moins affectés par l'appartenance à une classe donnée que les acquisitions scolaires, par exemple. Donc je pense que un des intérêts de la recherche, c'est également de pointer des faits qui mettent de l'ordre dans des conceptions qui sont parfois opposées. Et même parfois, peut mettre en évidence des faits qui vont à l'encontre des croyances générales, et qui constituent donc bien souvent des paradoxes. Donc, il y a cette nécessité première d'établir des faits. Ensuite, bien évidemment, via la question de leur interprétation. Mais leur interprétation vient souvent déjà de leur propre construction, parce qu'on est confronté à tout un ensemble de problèmes, d'éléments méthodologiques, enfin de difficultés méthodologiques, pour mettre en évidence des faits scientifiques. Par exemple, si je veux montrer un effet classe, ma première difficulté, c'est que tous les élèves
qui fréquentent des classes différentes ne sont pas les mêmes, et donc il va falloir que je contrôle les caractéristiques des élèves pour mettre en évidence un effet classe, ce qui n'est évidemment pas tout à fait facile. Donc, la construction des faits est première et primordiale. La question, c'est comment établir des faits scientifiques rigoureusement établis et qui ont une portée générale. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Un fait scientifique, c'est par essence un fait qui apporte une connaissance générale et qui a une portée générale. Je ne veux pas dire que général veut dire vrai en tout lieu, pour tout le monde, etc. Évidemment, un fait peut avoir une portée générale tout en étant contextualisé. Mais il convient de montrer qu'un fait général provient un fait scientifique provient d'une abstraction, et que c'est justement ce degré d'abstraction qui fait son intérêt, parce que ce n'est plus monsieur un tel ou l'élève un tel qui est mis en question, mais un élève générique ou un enseignant générique qui a des caractéristiques particulières, mais qui sont reconnaissables parmi une certaine population. Alors, je voudrais pointer maintenant l'importance des contextes d'apprentissage. Lorsqu'on parle d'apprentissage des élèves, évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les caractéristiques des élèves. Les élèves plus ou moins doués, dira-t-on, ou qui bénéficient d'un environnement social plus ou moins favorisé. Mais, bien sûr, il y a des contextes qui influencent grandement les acquisitions scolaires et les parcours scolaires en règle générale. Alors, tout est-il joué dès le début? Je vais pas, évidemment non. Tout n'est pas joué dès le début, parce que justement, les élèves vont affronter des contextes différents. Tout se joue-t-il dans l'environnement familial? Évidemment non. Beaucoup de choses se jouent dans le milieu scolaire, même si, évidemment, ça n'enlève pas le fait que l'environnement familial est extrêmement important. Mais évidemment, différents facteurs peuvent intervenir dans la réussite. Ce que je vous montre ici, c'est en fait ce qui pourrait expliquer des scores d'acquisition de fin d'année. Enfin, on a fait quelque chose qui est assez simple, on a mesuré les acquisitions des élèves en lecture en début d'année, on a mesuré leurs acquisitions en fin d'année, et on se pose la question du poids, donc du niveau initial, sur leur niveau final. Finalement, dans quelle mesure le niveau initial détermine-t-il le niveau final de lecture? Final étant entendu comme étant le score de fin d'année, c'est pas la fin de la vie, évidemment. Eh bien, ce niveau initial explique, vous voyez, un peu plus de 50% de la variabilité des scores de fin d'année. Alors, c'est un poids évidemment majeur, et ça, tous les enseignants le savent. Tous les enseignants savent bien que le niveau des élèves de début d'année est un fort déterminant du niveau des élèves de fin d'année. Il n'y a pas comme ça de miracle où on se dit, ceux qui étaient bons au début, finalement, deviennent exactement comme les autres, et tout ça est complètement mélangé dans l'année, donc on sait bien cela de manière très très forte, à la fois professionnellement et intuitivement. Mais vous voyez, il y a quand même près de la moitié de la variabilité des niveaux d'acquisition qui ne s'explique pas par le niveau initial. Donc, les choses ont bougé. Il y a eu de la variabilité. Il y a des forts qui sont devenus un peu moins forts, des faibles un peu moins faibles, des moyens qui sont devenus forts, des moyens qui sont devenus faibles, etc., etc. Donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui ont opéré dans le cours de l'année scolaire. Si on essaie de déterminer des caractéristiques démographiques, sociodémographiques et scolaires, donc par exemple tels que le redoublement, tel que le nombre d'années passées en maternelle, on s'aperçoit qu'en cours d'année, ces facteurs jouent un petit peu, mais finalement très peu. Vous voyez, ils n'ajoutent que 2,5 points d'explication au phénomène. Donc, oui, bien sûr, il y a des petits éléments qui bougent, il y a
des élèves un peu plus favorisés qui vont progresser un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et finalement, ce qui apparaît assez fort, c'est donc à niveau initial donné, à caractéristiques sociodémographiques et scolaires données, l'appartenance à une classe qui compte là pour plus de 10%, 11 et quelques pourcents, sur le score final de l'étude. C'est-à-dire le simple fait de savoir si tel élève était dans telle classe plutôt que dans telle autre. Et en tout, vous voyez, on explique à peu près les 2/3 de la variabilité de ces scores, ce qui est assez typique dans la recherche en éducation. Et donc, bien sûr, ça nous permet de conclure que toutes les progressions des élèves ne sont pas les mêmes, et qu'il y a bien des choses qui se passent en classe qui vont assez fortement impacter leur niveau d'acquisition. D'où l'utilité, bien sûr, de rechercher quels sont ces facteurs qui vont influencer cette réussite. Quels sont les processus à l'œuvre? Et donc, il y a bien sûr toute une partie de la recherche en éducation qui essaie de pointer ces éléments, disons, de plus ou moins grande efficacité. Alors, je précise que les résultats sont comparables. Les données que j'avais montrées concernaient l'école élémentaire. On a des résultats comparables dans le premier cycle du secondaire et dans le deuxième cycle du secondaire. Donc cet effet classe, c'est quelque chose qui est très général à tous les niveaux scolaires. Alors, la recherche a beaucoup progressé dans les 50 dernières années pour essayer de mettre au jour les facteurs qui comptent, c'est-à-dire ce qui va favoriser les acquisitions des élèves. Alors, il est hors de propos ici pour moi de tous vous les présenter. Voilà, j'épuiserai tout mon temps à cela. Je veux juste vous en rappeler certains, notamment l'importance d'un enseignement structuré, explicite, donc avec des attentes élevées et claires de la part des enseignants, un enseignement dirigé, un enseignant actif, des feedbacks appropriés, un enseignement explicite de stratégie, un séquençage des leçons, le rappel de ce qui a été vu, des évaluations fréquentes des élèves, etc., etc. Bon, voilà, je laisse. Peut-être que tout ça apparaîtra dans les discussions à venir et dans les présentations à venir, celle d'Ariane Bay ou d'autres. Donc, je ne veux pas développer ça, mais je veux juste pointer la question, finalement, des attentes des enseignants qui sont importantes. C'est-à-dire le fait d'avoir un niveau, de penser que les élèves peuvent atteindre un niveau élevé, vont maîtriser, par exemple, les notions à acquérir. La recherche a montré depuis longtemps que ces jugements donc, que les enseignants portent à l'égard de leurs élèves sont importants. C'est important pour la réussite scolaire, c'est aussi important pour le sentiment de compétence scolaire des élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se trouvent bons ou pas à l'école? Et ce sentiment a lui-même des répercussions sur la motivation, sur l'engagement et, in fine, sur la réussite. Par exemple, avec mon collègue Pascal Ponsu, nous avions montré que le jugement des enseignants a plus d'impact sur le sentiment de compétence scolaire que le niveau objectif d'acquisition des élèves. La raison, elle est toute simple, c'est très difficile de savoir quel est son niveau objectif d'acquisition parmi la population qui nous correspond. Par exemple, pour un élève de deuxième année élémentaire, c'est très difficile de savoir où il se situe dans toute la population, mais c'est très facile pour lui de savoir ce que son enseignant pense de lui. Et ce que son enseignant pense de lui dépend très largement de la classe dans laquelle il se trouve. Alors, par exemple, on s'est posé la question, est-ce que nous sommes de bons juges? Est-ce que les enseignants, finalement, sont de bons juges du niveau scolaire de leurs élèves? Alors, on a conduit toute une série d'études qui, finalement, a touché un grand nombre d'élèves et d'enseignants, notamment en troisième année élémentaire, et on a pointé un certain nombre de choses, telles que, par exemple, les performances objectives mesurées à l'aide des preuves standardisées donc des élèves, expliquent pourtant environ 50% du jugement des enseignants.
Alors c'est beaucoup évidemment, mais en même temps on voit que le jugement des enseignants n'est pas complètement, entièrement donc déterminé par les acquisitions des élèves. Et en effet, lorsqu'on creuse cette question, on s'aperçoit donc que le jugement des élèves, fait par les enseignants, donc bien, oui, bien sûr, il dépend des performances scolaires effectives. Plus les élèves sont forts objectivement, mieux ils sont jugés par leur enseignant. Mais c'est loin d'être le seul facteur actif. Un autre facteur qui joue, c'est le niveau de la classe. Et vous voyez ici, j'ai mis un petit moins qui montre une relation négative. Plus la classe est forte, plus le jugement des enseignants est sévère. Tout se passe comme si les enseignants voulaient maintenir une espèce de jugement moyen qui fait que on ne peut pas finalement être trop généreux avec les classes trop fortes, on ne peut pas non plus être trop sévère avec les classes qui sont trop faibles, et donc le jugement des enseignants est affecté par cela. Ils jugent un peu plus sévèrement dans les classes fortes et un peu plus généreusement dans les classes qui sont faibles. Autre facteur qui joue, par exemple, le redoublement. Alors là, excusez-moi, vous devez me voir m'assombrir, si vous me voyez, parce que les volets automatiques de la pièce où je suis se sont baissés. Voilà. La technique. Si vous me permettez, je vais aller allumer parce que je pense que vous ne me recevez pas très bien. Beaucoup de choses se liguent contre nous, mais on va s'en sortir. Par exemple, le simple fait qu'un élève ait redoublé, même à performance identique, affecte négativement le jugement scolaire des enseignants. Ils ont plutôt tendance à trouver que les élèves qui ont redoublé sont moins bons, pourtant à niveau scolaire identique. Et puis, en règle générale également, à niveau scolaire identique, les élèves qui appartiennent à des catégories sociales inférieures sont plutôt moins bien jugés que les autres. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui interviennent dans le jugement des enseignants, et il me semble qu'un élément évidemment fondamental, c'est que les enseignants soient au courant de cela. C'est-à-dire qu'ils sachent qu'ils ont, ils ont peut-être plus de chances d'être un peu plus sévères avec des enfants de catégorie sociale inférieure. Alors, pour autant, ça donne pas les clés à tout, mais il me semble que la première manière de parvenir à une meilleure équité, et donc de lutter un peu contre ces biais de jugement, c'est d'abord, évidemment, d'en informer. Je suis pas sûr, pour revenir donc au sujet de l'utilité de la recherche, je suis pas sûr que ça suffise. Mais je suis assez persuadé que c'est une première étape qui est absolument nécessaire et fondamentale. Le jugement des enseignants, continuer donc dans ce domaine-là, il est également, lorsqu'on l'étudie de manière fine, sujet à ce qu'on appelle des effets de halo. Un effet de halo, vous savez, c'est cette idée que, voilà, on a une vue générale d'un objet ou d'une personne, et finalement ça déteint sur toutes les caractéristiques de cet objet ou de cette personne. Et on a pu montrer, par exemple, que les enseignants voient les performances des élèves
plus homogènes, enfin, d'un élève donné, plus homogènes qu'elles ne le sont en réalité. Alors, je précise une chose, évidemment, quand je parle du jugement des enseignants, je donne sans doute l'impression de pointer les enseignants. Ce sont en fait des biais de jugement qui sont extrêmement répandus dans le monde social. C'est-à-dire, nous sommes tous sujets à cela, dès lors que nous jugeons une personne ou une situation dans le monde courant. Et évidemment, une classe, c'est aussi une réalité sociale, donc il n'y a aucune raison particulière que par un coup de baguette magique, ces différentes choses qui affectent le jugement disparaissent. Alors, on a par exemple, pour vous donner une question donc de méthode, on travaille avec des enseignants et des élèves de cours préparatoires, donc première année élémentaire, et on a fait passer des épreuves standardisées à ces élèves. Alors ces épreuves concernaient différents domaines, oui, la sémantique, écriture de mots, phonologie, syntaxe, etc., etc. Et la chose originale, c'est que on demandait aux enseignants de prédire la réussite de leurs élèves à chacun des items de l'épreuve, donc à chaque exercice. Alors, on demandait donc aux enseignants, alors on faisait pas ça avec tous les élèves de la classe parce que ça aurait été un peu long pour eux, mais on prélevait des élèves forts et moyens et faibles dans leur classe et on leur disait, bah voilà, dites-nous, cet élève-là, cet exercice-là, il va réussir ou échouer, et celui-là, etc., etc. Donc, ce qui fait que, au bout du compte, on avait les résultats des élèves, donc réussite ou échec, à chacun des exercices, et on avait la prédiction de l'enseignant. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que les enseignants prédisent bien la réussite des élèves. Ils connaissent bien leurs élèves. Il y a une corrélation qui est de 0,67, donc sachant que le maximum est de 1 en valeur absolue et le minimum de 0, c'est une corrélation forte. Il y a donc bien une forte corrélation entre le jugement des enseignants et la réussite effective des élèves, ce qui rejoint ce qu'on sait par ailleurs, il y a une bonne exactitude du jugement des enseignants. Pour autant, cette exactitude, elle n'est pas parfaite, pour les raisons d'ailleurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais une autre raison, c'est que ce jugement des enseignants, il est affecté par cet effet de halo. Alors, on a des techniques statistiques, il ne s'agit pas de rentrer très précisément dans ces techniques, mais les techniques qu'on appelle les analyses factorielles permettent de trouver quelles sont les dimensions qui structurent les jugements des enseignants d'un côté ou la réussite des élèves de l'autre. Par exemple, est-ce qu'il y a un facteur général important? Est-ce qu'il y a des dimensions, des habiletés par exemple particulières qui structurent les habiletés des élèves? Alors lorsqu'on fait ces analyses factorielles, on trouve que, aussi bien concernant le jugement des enseignants que la réussite des élèves, qu'il y a une espèce de dimension générale qui apparaît, une espèce de facteur général, si vous voulez. Eh bien, ce facteur général, ce qu'on voit, c'est qu'il est beaucoup plus fort chez les enseignants que chez les élèves. Pardon, je suis en train de revenir en arrière, voilà. Chez les enseignants, ce premier facteur général explique 32% de leurs prédictions. Chez les élèves, ce facteur général n'explique que 15% de leurs résultats. Donc, tout se passe comme si les enseignants voyaient finalement un facteur global de réussite beaucoup plus fort qu'il n'est en vérité. Et le phénomène, l'interprétation qu'on donne à ça, c'est qu'en règle générale, les enseignants, probablement, ils ont une idée générale de l'élève, bon élève ou élève en difficulté, etc. Et cette impression générale
colore finalement un peu tous les jugements spécifiques qu'ils peuvent donner sur ces élèves. Par exemple, un bon élève est probablement censé réussir à peu près tous les exercices, un mauvais élève est censé échouer à peu près à tous les exercices. Or, c'est moins évident que cela. Alors, pour l'instant, on est juste à des constats. Et comme je vous le disais, il est probablement fondamental d'informer les enseignants de ce genre de choses. Pour autant, est-ce que ça leur donne les moyens de les maîtriser en classe ou de contrer ces différents effets qu'on a pu voir? C'est pas sûr. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement et de règles encore plus précises que cela. Par exemple, on pourrait imaginer que il y ait des comparaisons assez systématiques entre les prédictions et les jugements faits par les enseignants, mais comme des cas pratiques, vraiment réalisés pour. Alors, pour l'instant, je suis dans une recherche qui regarde ce qui se passe, qui essaie d'établir des faits aussi rigoureusement que possible et de la manière la plus contextualisée possible, mais la recherche peut également avoir une autre relation avec le terrain qui constitue à modifier ce terrain. D'après les connaissances acquises, est-ce qu'on peut mettre en place des choses sur le terrain et vérifier que ces choses marchent? C'est évidemment un autre aspect tout à fait important de la relation entre la recherche et le monde scolaire et de ce que l'un peut apporter à l'autre. Je vais juste vous donner un exemple en essayant de le présenter de manière suffisamment concrète pour que vous puissiez savoir de quoi je parle assez précisément, et en même temps ne pas trop le développer, là encore, pour ne pas prendre tout mon temps. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est d'une expérimentation qu'on a appelée Parler, dont les résultats ont été publiés en 2015 dans la revue française de pédagogie. Cette expérimentation Parler, donc, a été mise en place dans des quartiers défavorisés autour de Grenoble, ce qu'on appelle des quartiers en réseau d'éducation, des écoles en réseau d'éducation prioritaire. Et le but, c'est vraiment d'essayer de favoriser les acquisitions langagières de ces élèves. Donc on veut réduire les inégalités, on veut intervenir en proposant un enrichissement langagier, cognitif, qui commence dès la fin de l'école maternelle, donc quand les élèves ont 5-6 ans, et qui se prolonge jusqu'en 2e année élémentaire. Donc durée de l'intervention, 2 ans et demi, disons, de la grande section de maternelle jusqu'à la fin de la 2e année élémentaire. Les pédagogies sont centrées sur, évidemment, le langage, la compréhension, le vocabulaire, la phonologie, le code, l'assemblage, l'affluence, la production d'écrits, l'orthographe. Alors vous allez me dire, évidemment, ce sont des choses qu'on fait dans les classes tout venant. Oui, bien sûr. Mais là, l'idée est de le faire de façon systématique, de manière programmée, et avec une guidance qui peut être individualisée, en tout cas en petits groupes, et de façon très systématique et approfondie. Donc, on essaie de développer la conscience phonémique, on développe les compétences phonologiques, l'affluence de lecture, etc., etc. Bon, une chose originale de ce programme consiste en particulier à travailler de façon explicite la compréhension. Compréhension du langage oral
évidemment en maternelle puisqu'ils ne savent pas encore lire, et puis développement de la compréhension du langage écrit dans les années du CP et du CE1. Donc, travailler sur les connecteurs, sur les anaphores, sur les métaphores, sur la cohérence du langage. Et quand je dis travail explicite sur la compréhension, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas explicite dans le sens où on dit aux élèves ce qu'on va faire, où on leur dirait par exemple, ce matin les enfants, on va travailler sur les anaphores. Pour des enfants de 4-5 ans ou 5-6 ans, c'est un petit peu jeune, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est explicite dans le sens où l'enseignant sait ce sur quoi il travaille, et il travaille spécifiquement cela. Donc je vous montre un exemple. On distribue aux élèves, on montre aux élèves, on travaille en groupe avec eux, 3 images. Et il y a un texte qui est dit oralement, on dit voilà, Guillaume a très soif. Il ouvre une bouteille de jus de fruits, puis il remplit son verre avant de le boire. Et on demande aux élèves de mettre les 3 images dans l'ordre de l'histoire. Alors, les élèves peuvent discuter entre eux, sont en groupe, peuvent échanger leur point de vue et doivent arriver à un moment donné à une solution. Et bien sûr, ce que l'enseignant veut travailler avec eux, c'est l'ordre de l'histoire et montrer que on ne peut pas mettre les images dans n'importe quel sens. Là, évidemment, d'abord, il ouvre une bouteille, puis il remplit son verre, et enfin il le boit. Mais ces connecteurs, puis il remplit. Il remplit avant de boire, etc., pose des problèmes importants à des élèves qui sont aussi jeunes. Donc il s'agit de leur expliquer pourquoi c'est dans un sens plutôt que dans l'autre. Et donc on développe des activités telles que celle-ci. Une autre activité que je peux vous montrer, c'est par exemple pour essayer de faire construire par l'élève la bonne représentation de la scène qui est décrite. En ce qu'on appelle le modèle de situation. Alors, on leur dit par exemple la chose suivante, allez, dit papa à Lucie et Tony, installez-vous sur le banc, je vais vous prendre en photo. Quelle est l'image qui correspond à ce texte? Là encore, pour des enfants jeunes, ça pose des problèmes. Mais il faut aller rechercher dans le texte les indices qui permettent d'élaborer le bon modèle de situation. Et évidemment, vous voyez bien que l'enseignant, le papa dit « installez-vous sur le banc, je vais vous prendre en photo », donc il n'est pas en train de prendre la photo. Donc c'est bien la première image qui est la bonne. Vous voyez plus mon pointeur, mais bon. Bref. Voilà, donc voilà le genre d'activité qu'on leur fait faire. Alors, donc on les fait travailler en petits groupes interactifs de niveau. Donc les élèves sont répartis par groupe de besoins. Donc ces groupes, évidemment, vont changer en fonction des habiletés. Il y a des heures de 6 heures par semaine en petits groupes. Les élèves du groupe le groupe 4, qui est les élèves les plus en difficulté, reçoivent encore plus d'activités spécifiques que les autres, donc sur l'habileté sur laquelle ils sont un petit peu en difficulté. Et on donne aux élèves les moyens, aux enseignants pardon, les moyens de repérer très précisément les acquisitions des élèves. Alors, bon voilà, ça c'est la question de la méthode. Donc on a contrasté évidemment des groupes
parler, enfin, des classes donc, qui suivent le programme parler et des classes qui ne le suivent pas. Donc, et tout ça étant comparable. Et on a mesuré les acquis des élèves dans plein de domaines. Vous voyez, par exemple, en début de grande section, on a mesuré la capacité attentionnelle des élèves, leur connaissance préscolaire en termes de dictée, alphabet, chiffres, etc., leur production syntaxique, leur conscience phonologique, la compréhension de phrases orales, également des éléments de logique non verbale ou verbale, à travers le test de la LUPSI. Et puis, en fin de CE1, on a mesuré leur compréhension en lecture, leur orthographe grammaticale, la compréhension de phrases écrites, la fluence de texte, le vocabulaire, et à nouveau la logique non verbale et verbale, cette fois mesurée par le WISC. Bref, on mesure beaucoup de choses en début là, pour s'assurer d'un beau contrôle et beaucoup d'habileté à la fin. Donc évidemment, ce qui est important, c'est les résultats. Ce que je vous montre ici, ce sont les résultats en compréhension de l'écrit, donc en fin de CE1, vous avez ici le groupe témoin, là le groupe parlé, et ici les résultats d'un échantillon national, puisqu'on avait fait passer des épreuves qui sont des épreuves nationales, donc on avait un échantillon représentatif national ici. Ce que vous avez en violet, ce sont les élèves qui ont de très bons résultats. En bleu ciel, des résultats moyens. En jaune, des résultats faibles. Cette espèce de grenat là, pourpre, très faible. Et le bleu, ce sont les élèves qui sont vraiment en grande difficulté. Si vous voyez les résultats du groupe parlé par rapport à ceux du groupe témoin, à l'évidence, les résultats du groupe parlé sont bien meilleurs. Il y a beaucoup plus d'élèves qui ont de bons résultats, et il y a beaucoup moins d'élèves qui ont des résultats faibles. Vous voyez, si j'agrège les résultats très faibles en grande difficulté, il y en a 25% dans le groupe témoin. Bon, je rappelle, ce sont des élèves dans des quartiers défavorisés, hein, dans des réseaux d'éducation prioritaire. Ils ne sont que 12% dans le groupe parlé. Ils sont 18% au niveau national. Et vous voyez, si on compare les différents histogrammes, on voit que le groupe parlé a des résultats qui sont bien plus proches de l'échantillon national que de l'échantillon témoin. Et, bien sûr, dans l'échantillon national, la plupart des élèves sont scolarisés dans des zones qui ne sont pas des zones d'éducation prioritaire. Donc on a vraiment une bonne évidence ici que le programme qui a été mis en place marche et donc a aidé les élèves à progresser en compréhension de l'écrit. Je veux juste ici vous montrer que ces bons résultats, ils ont été obtenus dans tous les domaines qui ont été évalués. Compréhension de lecture, orthographe, compréhension de phrases écrites, fluence, vocabulaire, et même la logique verbale et non verbale ont été influencés positivement par l'expérimentation. De façon un peu plus précise, si je prends l'élève médian du groupe parlé, donc celui qui appartient par définition au 50e centile, eh bien, l'élève médian du groupe parlé, il est meilleur en compréhension que 70% des élèves du groupe témoin. Meilleur que 61% des élèves du groupe témoin en orthographe, que 81% des élèves du groupe témoin en compréhension mesurée par un test qui s'appelle l'Écosse, vous voyez, etc., etc. On est toujours largement au-dessus de l'élève médian du groupe témoin. Voilà. Donc on a ici un résultat, enfin le résultat d'une recherche qui, donc, en fait, fondée sur les connaissances scientifiques, mise en application dans une agglomération, produit des résultats
tout à fait favorable et bien sûr conforme aux hypothèses qu'on avait au début. Je précise que c'est une expérience néanmoins, vous voyez, qui porte en gros sur 200 élèves à peu près dans le groupe expérimental, 200 élèves dans le groupe témoin. Donc à la fois ce sont des populations qui sont non négligeables, mais en même temps évidemment ça reste une expérience relativement locale. Et les enseignants étaient particulièrement bien suivis, particulièrement bien accompagnés. Je voudrais maintenant changer un petit peu mon fusil d'épaule et passer à d'autres niveaux de la scolarité pour vous dire que voilà, la recherche en éducation, c'est pas simplement de la recherche en école primaire et focalisée sur les acquisitions ou sur le jugement des enseignants. Mais la recherche en éducation, elle peut aussi s'intéresser à tout un ensemble d'autres phénomènes. Par exemple, les questions d'orientation. Comment les élèves choisissent-ils leur orientation? Voilà un objet très important de la recherche en éducation, puisque bien entendu, les parcours scolaires et, in fine, le niveau de diplôme, le type de diplôme que l'on aura dépendent bien sûr des orientations que l'on a choisies. Je vous présente donc une recherche récente qui a été faite en France, donc auprès d'un gros échantillon de 20 000 élèves, donc des élèves qui sont en classe de 3e en France, donc c'est-à-dire qui sont dans la dernière année du premier cycle secondaire, qui doivent s'orienter, donc ils doivent faire un choix d'orientation pour entrer au lycée, donc dans le 2e cycle du secondaire. L'échantillon porte sur 173 collèges d'une académie, bon, qui est l'académie d'Amiens, mais bref, ça pourrait être une autre également. Et donc, on a les moyens ici de s'intéresser au processus d'orientation. En France, de manière institutionnelle, l'orientation correspond à plusieurs phases. Tout d'abord, les familles formulent des intentions. Au vu de ces intentions, les collèges, enfin le conseil de classe, formulent des recommandations. On peut dire, ok, ça va, voilà. Ou alors, nous, on recommanderait plutôt, par exemple, une seconde générale technologique, ou plutôt une orientation professionnelle. Sur la base de ces recommandations, les familles émettent des vœux, qui sont les vœux définitifs. Et enfin, le collège prend sa décision. Alors, lorsqu'on a étudié ça, on a eu une première surprise, qui est que, si on regarde les 3 premières phases, les intentions, les recommandations, les vœux, la proportion de choix pour une seconde générale ou technologique, c'est-à-dire les secondes générales et technologiques étant les plus, les plus prestigieuses, celles qui vont amener aux études longues. Donc ces taux ont tendance à baisser. Alors c'est pas ça qui est étonnant, que finalement les intentions des familles soient un petit peu ambitieuses au départ, que les recommandations les freinent un peu et que les vœux prennent en compte ces recommandations, c'est pas très étonnant. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que le niveau ce taux de seconde générale, il augmente soudainement au niveau des décisions. Et comme si finalement, les décisions étaient plus favorables pour les secondes générales et technologiques que ne le sont les vœux des familles. Donc c'est une surprise. Mais lorsqu'on creuse ça, on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a quasiment aucune incidence. Ce qui a une incidence, c'est les vœux des familles. Parce qu'à partir du moment où les vœux sont formulés, elles doivent choisir leur établissement, et les décisions des collèges, qui arrivent en bout d'année, finalement, elles ne changent quasiment rien à la donne.
Et comme les collèges sont évalués aussi sur leurs résultats, les collèges ont tout à fait intérêt à montrer que les taux de passage dans le secondaire général sont importants. Voilà, donc voilà, c'est un premier résultat qui montre que les décisions des collèges qui apparaissent assez généreuses en bout de course, en fait, ne sont quasiment pas opérantes par rapport aux vœux. Voilà, bon, c'est une première chose à mettre en évidence. Donc le processus lui-même, il est surtout ce qui détermine ce qui va arriver aux élèves, c'est surtout ces 3 premières phases. Donc c'est ces 3 premières phases sur lesquelles nous nous sommes focalisés. Ce que je vous présente ici, c'est la probabilité de choisir une seconde générale ou technologique, donc ces fameuses filières qui sont les plus prestigieuses, en fonction des résultats que les élèves ont obtenus à l'examen qu'on appelle le diplôme national du brevet, qui est l'examen de fin d'études de premier cycle secondaire. Vous voyez, donc en partant de 0, donc quelqu'un qui a une moyenne de 0 à cet examen n'a quasiment aucune chance d'avoir demandé la seconde générale, ce qui se comprend. La probabilité de choisir la seconde générale augmente au fur et à mesure que les résultats augmentent. J'ai mon laser qui se bloque. Et la probabilité donc d'obtenir, de formuler une intention vers la seconde GT est optimale pour les élèves qui obtiennent de très bons résultats. Voilà, ça on s'en doute. Mais ce qu'on a tracé ici, c'est les courbes en bleu des élèves favorisés socialement, en gris ici, des élèves défavorisés socialement. Ce que vous pouvez voir, c'est que, bien qu'elles aient la même allure, ces courbes ne se confondent pas. Et si vous prenez, par exemple, un élève qui aurait une moyenne de 10, donc juste la moyenne, à l'examen, s'il appartient à la catégorie favorisée, il a 88% de chance d'avoir demandé une seconde générale. Mais s'il appartient à la catégorie défavorisée, il n'a que 72% de chance d'avoir demandé une seconde générale technologique. Voilà. Donc alors que leurs résultats sont les mêmes. Si on veut comparer, on peut se poser la question suivante. Quelle serait la note nécessaire d'un élève de catégorie défavorisée pour qu'il atteigne le même taux d'intention de seconde générale qu'un élève favorisé qui a 10 de moyenne? Eh bien, vous voyez, il faudrait qu'il ait à peu près 12 de moyenne, 2 points de plus en moyenne, pour avoir le même type de choix. Et à l'inverse, pour les catégories favorisées, il leur suffit d'avoir une moyenne de 8 sur 20 pour avoir les mêmes intentions de seconde générale que des élèves favorisés qui, eux, ont une moyenne de 10. Donc vous voyez, il y a un poids non négligeable de l'origine sociale dans les intentions formulées en vue de leur orientation. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est oui, mais attention, ce sont les intentions. Donc, ce n'est que la première phase. Il y aura ensuite les recommandations, puis les vœux. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les vœux corrigent ce biais. C'est-à-dire que les recommandations des collèges corrigent ce biais.
Alors là, je vous montre ici, alors de manière schématique, comment les choses opèrent. Alors évidemment, les intentions jouent sur les recommandations jouent sur les vœux, et puis les intentions jouent aussi sur les vœux, même à recommandation donnée. Mais qu'est-ce qui impacte sur chacun de ces processus? Sachant qu'on a, je vous mets ici un certain nombre de variables. Donc, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Est-ce qu'on est étranger ou français? Quelle moyenne on a eu à l'examen? Quelle est la moyenne obtenue au contrôle continu, donc les notes qu'on a toute l'année? Et quelle est l'origine sociale des élèves? Alors, si on cherche à savoir ce qui détermine les intentions, on s'aperçoit que, toutes choses égales par ailleurs, donc A, nationalité identique, score au DNB identique, contrôle continu identique, origine sociale identique, etc., les filles choisissent plus souvent que les garçons une seconde générale ou technologique. Toutes choses égales par ailleurs, les étrangers choisissent aussi plus fréquemment, alors je dis bien c'est toutes choses égales par ailleurs, donc à niveau social identique et à niveau de notes données. Les étrangers choisissent plus fréquemment une seconde générale ou technologique. Évidemment, la moyenne aux examens joue. Voilà, plus on est fort, plus on choisit une seconde GT. Le contrôle continu joue aussi, donc les notes qu'on reçoit dans l'année. Et ça, on l'a vu, l'origine sociale également. Plus on est favorisé, plus les intentions d'aller en seconde GT sont importantes. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des recommandations faites par les collèges? Eh bien, là encore, toutes choses égales par ailleurs, ces recommandations, elles sont affectées par le niveau des élèves, par leurs notes, tout ça on peut dire que c'est tout à fait normal, mais également par l'origine sociale, et dans le même sens que précédemment. Toutes choses égales par ailleurs. Et, alors tenez-vous bien, à intention donnée, c'est-à-dire à intention égale par ailleurs, les recommandations faites par le collège favorisent les catégories favorisées. Donc vont dans le sens, non pas d'un affaiblissement, mais d'un renforcement des effets sociaux. Que se passe-t-il dans l'étape finale, les vœux définitifs formulés par les familles? À recommandation donnée, à intention donnée. Qu'est-ce qui joue? Eh bien, ce qui joue, c'est à nouveau le niveau des élèves aux examens, leur niveau de notes. Tout ça, on peut dire que c'est tout à fait normal. Hein. En tout cas, tout à fait correct, conforme à ce que pourrait être un phénomène méritocratique. Et à nouveau, l'origine sociale, qui va à nouveau montrer que les vœux, toutes choses égales par ailleurs, à recommandation donnée, à intention donnée, les vœux formulés pour aller en seconde générale sont plus forts quand la PCS est favorisée. Donc, à chacune des étapes donc de l'orientation scolaire, l'origine sociale présente un impact favorable aux élèves qui sont les plus favorisés. Donc, ce qu'on montre ici, c'est l'impact donc d'un processus général
d'orientation qui lui-même, bien sûr, va fabriquer de la réussite scolaire. Voilà, donc on confirme bien par là ce qu'avaient montré, vous savez, les grands sociologues précurseurs. La réussite scolaire, elle est faite de sélection par l'école. L'école sélectionne, mais cette orientation, elle est également faite d'auto-sélection. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ne s'autorisent pas l'accès à certaines filières, notamment des filières prestigieuses, telles qu'ici la seconde générale, alors que d'autres, comme les catégories favorisées, persistent dans l'intention d'y aller, même lorsque les notes ne sont pas très favorables. Voilà. Voilà, juste pour conclure, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dépassé mon temps, que conclure de tout cela? Tout d'abord, à mon avis, que les connaissances sont fondamentales. Ce qu'il faut, c'est établir des faits rigoureux. Je ne suis pas sûr que les collèges aient conscience, par exemple, qu'ils ont tendance à privilégier les plus privilégiés socialement. Donc, bien sûr, il faut leur montrer cela. Et il peut-être y avoir un effet miroir de par la connaissance. Donc, encore faudrait-il doter les établissements de renseignements, donc d'un système d'information qui les permette d'avoir connaissance de ce qui se passe. Mais probablement, ces choses ne sont pas suffisantes pour contrer des biais sociaux qui sont extrêmement nombreux. Donc je pense que c'est pas seulement une question d'information, c'est aussi une question de formation. Et il faut bien sûr réfléchir aux dispositifs qui permettraient d'améliorer à la fois l'efficacité et l'équité de nos systèmes éducatifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense que j'ai été un peu trop long. Voilà, veuillez m'en excuser. On va prendre une dizaine de minutes pour avoir un échange avec la salle. Donc, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous nous entendez? Je ne vais pas faire bouger le micro. Et je propose que les gens qui auraient une question, bien formulent la question. Vous nous dites si vous entendez. Et si jamais vous n'entendez pas, je reformulerai pour vous. Alors voilà, c'est à la salle. Vous avez donc cité deux recherches qui parlent du jugement des enseignants ou des conseils de classe. Donc d'une part, le jugement des enseignants sur les compétences attendues des élèves, d'autre part, le jugement des enseignants sur les conseils, les recommandations d'orientation. Donc est-ce que d'une part, il y a eu des recherches qui ont montré la différence entre des enseignants qui auraient été préalablement à ces jugements informés des mécanismes que vous révélez et d'autres qui ne l'auraient pas été? Voilà, et c'est ma question. Ah, alors voilà, on est là vraiment au cœur du sujet. À ma connaissance, il n'y a pas eu de telles expérimentations qui ont été faites. En tout cas, pas en France. Mais ce serait évidemment extrêmement intéressant de le réaliser. Imaginez un échantillon de collège. Dans certains collèges, on informe les enseignants, on leur montre ce genre de résultats, on essaie de les faire travailler sur le jugement, les biais de jugement, qu'est-ce qui affecte le jugement, etc. Et voir si, en bout de course, ça a des résultats, ce serait évidemment extrêmement important de le faire, et en tout cas très intéressant du point de vue de la recherche scientifique et du point de vue des actions qu'on peut mener sur les systèmes éducatifs. Parce que
je crois qu'effectivement, le jugement est quelque chose qui, comment dire, nous n'avons pas accès directement au processus, enfin, en tout cas aux données qui influencent notre jugement, et qu'on puisse y avoir accès, au moins partiellement, pour contrôler notre jugement, ça me semblerait tout à fait intéressant. Parce que je pense qu'en effet, ce sont à peu près les mêmes processus de jugement qui sont à l'œuvre dans les recherches que je vous ai montrées sur l'effet de halo, sur l'effet enfin, montré en élémentaire, simplement où on juge des élèves, et ce qui amène finalement un conseil à donner des recommandations. C'est bien, à mon avis, fondé sur le même type de processus de jugement, avec cette idée que dans les phases d'orientation, il y a non seulement le jugement ici, maintenant, mais le jugement prédictif. Cet élève réussira-t-il plus tard? Ce que je voudrais tout de suite ajouter, c'est que dans ce jugement, il y a également, bien sûr, là, il y a tout un ensemble de projections faites sur l'élève, de représentations du niveau de l'élève, mais il y a aussi, bien sûr, le niveau d'information qu'on a sur cet élève. Et il n'est pas impossible de penser que des enseignants se disent, cet élève-là, il a des parents, je ne sais pas moi, qui sont pharmaciens, qui sont médecins, qui sont professeurs, donc il sera aidé, il sera suivi si on l'oriente dans une filière générale, alors que tel autre élève sera beaucoup moins suivi, aura moins de soutien, et voilà. Voilà. Ce sont aussi ce que je veux dire, c'est que ce sont aussi des connaissances fines, des processus qui amènent à une plus ou moins grande réussite. Voilà. Oui. Bonjour, donc Vincent Brugel, ex-Marseille Université. Deux petites questions. La première, les cours que vous avez présentés sur l'orientation, est-ce qu'elles ont été publiées? J'ai pas peut-être été vigilant, mais j'ai pas entendu si elles avaient été publiées, et dans ce cas-là, dans quel rôle? Parce que l'expérimentation parlait, j'ai déjà fait travailler les étudiants dessus à de nombreuses reprises, Revue française de pédagogie 2015, ok, mais ces courbes-là, je ne les ai pas trouvées encore. Donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez préciser. Et ensuite, vous avez fini votre intervention sur l'idée d'un système d'information, envisager un système d'information à l'intérieur des établissements, au profit des établissements, qui permettrait justement à la fois d'appliquer les résultats que vous venez de nous présenter, mais aussi de pouvoir les appliquer justement en connaissant peut-être, moi c'est ce que j'ai compris, avoir davantage d'informations sur les élèves, de façon à pouvoir justement expliciter aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir à l'entrée dans les classes, etc. Est-ce que cette idée du système d'information a fait l'objet de travaux, de publications déjà, ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous avez jeté comme ça un petit peu en l'air? Alors, vous avez raison, le travail sur l'orientation n'a pas encore été publié. Nous travaillons actuellement à peaufiner les modèles statistiques. Il y a des choses, par exemple, que je vous ai pas montrées ici parce que c'était difficile de tout vous montrer, mais j'aurais pu le faire. Par exemple, il y a un effet collège sur l'orientation. C'est-à-dire qu'on voit que toutes choses égales par ailleurs, il y a des collèges qui sont plus généreux que d'autres. Et ça dépend. Par exemple, dans les REP+, on a plus de chances d'être orienté en seconde générale, toutes choses égales par ailleurs. Et ça vient du fait que c'est un peu comme le jugement dans la classe. Il y a un jugement, d'orientation qui va être plus favorable dans les collèges qui sont un petit peu défavorisés. Là encore, parce que défavorisés, donc contexte plus défavorisé, on a tendance à donner des notes un peu plus généreuses
là encore, toute chose égale par ailleurs, et donc à orienter un peu plus facilement. Donc ce travail qu'on fait actuellement, il va donner lieu à il va entrer dans un rapport du CNESCO, donc le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui devrait paraître à l'automne sur les facteurs d'orientation, et bien évidemment donnera lieu à publication. Mais voilà, ces résultats ne sont pas encore publiés. Et voilà, ce que je vous ai présenté, ce sont des choses qui sont stabilisées, mais le modèle général n'est pas encore entièrement, comment dire, parachevé. Voilà. Si je peux dire les choses comme ça. Mais vous avez, voilà, quand même l'essentiel de la teneur. Et sur le système d'information? Alors, le système d'information, comme je vous l'ai dit, donc c'est un rapport qui va apparaître pour le CNESCO. Ce qui veut dire que le CNESCO, puisque tel est son rôle, va non seulement informer, mais également faire un certain nombre de préconisations. Ce qui va être montré, évidemment, ce sont les inéquités, d'une certaine façon, qui peuvent se produire d'un collège à l'autre et de catégories d'individus à autres au sein d'un collège. Et il est probable que le CNESCO plaidera pour des systèmes d'information beaucoup plus efficaces encore que ceux qu'on a maintenant, de manière à ce que les établissements puissent eux-mêmes se situer dans la distribution générale. Savoir si on est un établissement qui est plutôt sévère ou plutôt indulgent, ça me semble tout à fait important. Ensuite, quelles seront les retombées institutionnelles effectives, ça je ne peux pas vous le je peux pas vous le dire. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement en France autour des évaluations standardisées. Si vous le savez pas, il y a la Cour des comptes qui a fait un rapport récemment, donc qui a été publié en février sur l'évaluation du système éducatif, et la Cour des comptes plaide pour un meilleur système d'information, en particulier pour des évaluations standardisées qui se fassent de façon plus systématique. On peut imaginer que si ces évaluations standardisées sont faites correctement, alors sans pour autant être des enjeux forts pour les enseignants. Il ne s'agit pas de les évaluer à travers ça, pas du tout, mais juste donner un système d'information à la fois pour les décideurs et pour les établissements et pour les enseignants. Voilà, il me semble que dans nos sociétés modernes, ça devient quelque chose d'assez incontournable, puisqu'on a les moyens de le faire. On avait une question. Est-ce que vous percevez là où vous êtes une perte de légitimité, entre guillemets, par rapport à un discours qu'on entend très fort dans le champ politique, mais dans le champ global aujourd'hui, un discours anti-élite, où des penseurs en chambre, des pédagogues en chambre, rien que ça, c'est des éléments. Est-ce que vous percevez ça? Et ce qu'on vit aussi, cette difficulté entre un discours axé sur la raison et la recherche, comme vous le faites, et en même temps l'émotionnel qui aujourd'hui envahit quand même beaucoup d'espace par rapport à des difficultés professorales. Et en ce sens-là, donc, comment travailler sur la légitimité des éléments que vous mettez sur la table et de la recherche globalement. Et deuxième élément, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir à un modèle dans lequel l'établissement scolaire serait lui-même au cœur et auto-réflexif en permanence pour construire une recherche aussi à partir de l'établissement? Oui,
il y a effectivement, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de lien direct enfin, direct et automatique, je dirais, entre la recherche et le terrain, non seulement parce que les connaissances scientifiques sont pas toujours bien connues, non seulement parce qu'elles sont pas toujours facilement implantables, mais également parce que comment dire, un système est évidemment un tout, et lorsque vous modifiez quelque chose, la question est de savoir ce que vous apportez, ce que vous allez apporter à côté, quelles vont être les compensations. Je prends l'exemple du redoublement. La recherche internationale montre de manière assez unanime que les redoublements ne sont pas une pratique très efficace. Donc, évidemment, les recommandations, et ça a été assez opérant dans les décennies passées, en tout cas en France, l'idée et même les instructions ont été de réduire le redoublement. Et les enseignants n'étaient pas très favorables à cela. Le corps enseignant, en France en tout cas, était plutôt favorable au redoublement. Peut-être pas dans les proportions que ça revêtait, mais on avait cela. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le système éducatif français, historiquement, il traitait la difficulté par le redoublement. Donc, c'est pas dire en soi, c'est bien de faire comme ça, mais c'est constater que c'était comme ça. Et donc, la question qui se pose, c'est, si vous enlevez ça, du coup, quel autre dispositif vous avez pour traiter la difficulté scolaire? Qu'est-ce que vous mettez en place d'autre? Et je pense que le système scolaire français n'a pas su vraiment mettre en place d'autres choses, d'autres dispositifs qui seraient, qui lutteraient contre la difficulté scolaire. Donc il y a eu des, enfin, je vais pas dire qu'il n'y a rien, mais les enseignants sont globalement démunis par rapport à ça. Ce qui, par effet, miroir, montre aussi peut-être pourquoi ils étaient attachés au redoublement, c'est que tout simplement il n'y avait pas d'autres positifs réellement mis en place. Donc voilà, des chercheurs qui disent voilà, le redoublement ça marche pas, il faut l'enlever. Oui, mais à l'échelle pratique du système éducatif, il n'empêche que il y a des choses à mettre en place. Donc il suffit pas d'enlever, il ne suffit pas d'éradiquer. Donc je pense que là, il n'y a pas d'un côté les gens qui savent, qui sont raisonnables, qui sont les chercheurs, et de l'autre côté des enseignants qui seraient aveuglés, irrationnels, etc. Pas du tout. Il y a la rationalité, elle est de tous les côtés. Là où il y a une différence, c'est dans dans la manière de mettre en exergue des faits. Il faut bien sûr s'intéresser à ça. Et les enseignants ont des raisons qu'il s'agit de comprendre, et qui ne sont pas de mauvaises raisons, hein, au sens de Boudon, hein, au sens où elles seraient irrationnelles. Voilà. Donc voilà. Alors je pense avoir perdu les premiers éléments de votre question. Les premiers éléments aussi, c'était à l'époque où l'on vit aujourd'hui, il y a un discours anti-élite. Vous êtes, que vous vouliez ou non, associé à l'élite, et donc en ce sens-là, ce que vous le percevez, c'était toute la question de la légitimité. Et est-ce qu'en ce sens, les établissements scolaires ne doivent pas, et donc le métier d'enseignant en tant que tel, doit avoir une partie, ou en tout cas une temporalité qui lui permette d'exercer des éléments de recherche et d'être autoréflexif aussi. Et c'était l'articulation des deux que je voulais... Je suis tout à fait favorable à l'association des établissements scolaires, enfin du terrain scolaire, avec la recherche, et qu'il y ait des institutions. Je pense qu'il faut penser des institutions qui permettent de faire ce lien-là, à la fois au niveau de formation, au niveau recherche. En Rhône-Alpes, actuellement, nous avons un institut qui s'appelle l'Institut Carnot Éducation,
et qui vise justement à cela, dont le but est de mettre en relation des équipes éducatives et des équipes de recherche qui collaborent sur des intérêts communs. C'est-à-dire que les intérêts du terrain sont aussi des intérêts de recherche, et donc on met ensemble des équipes éducatives avec des équipes de recherche pour produire de la connaissance, mais aussi pour produire de la collaboration. Donc je suis tout à fait favorable à ça. Ensuite, que les établissements s'emparent de systèmes d'information, de faits scientifiques, c'est tout à fait, je suis tout à fait favorable, là encore. Attention toutefois, faut pas avoir de naïveté trop grande. Je crois pas trop à l'établissement chercheur. Vous voyez, le collège qui devient d'un seul coup un collège de recherche par lui-même, je n'y crois pas pour deux raisons. La première, c'est que il est difficile de faire de la recherche sur ce qu'on fait soi-même. Et la deuxième raison, c'est que la recherche demande tout un outillage à la fois théorique, méthodologique, etc., que les équipes, à mon avis, ne possèdent pas entièrement. Donc, oui à des collaborations avec la recherche, oui à favoriser des établissements qui prennent en compte des informations qui leur sont données, donc d'où la nécessité de ce bon système d'information. Mais il ne faut pas non plus être naïf en disant tout enseignant est un chercheur, tout établissement est aussi un établissement de recherche. Je crois pas trop à ça. Quant au discours sur les élites, je ne sais pas si je comprends bien ce que vous voulez dire, mais il est clair que le fait d'avoir pointé que la réussite scolaire est liée à l'origine sociale a conduit à une lutte légitime contre les inégalités sociales de réussite scolaire. Je pense néanmoins que par certains côtés, tant du point de vue des institutions que du point de vue des méthodes elles-mêmes, ça a, dans les 2 décennies précédentes, ça a pu conduire à un certain, nivellement par le bas. Alors, j'aime pas trop cette expression, elle est maladroite, je voudrais la reprendre, mais en tout cas, je pense que on fait de l'équité sociale lorsqu'on donne aux plus défavorisés les savoirs, lorsqu'on leur offre les savoirs, lorsqu'on leur permet d'acquérir les connaissances contre les plus favorisés. Je ne crois pas qu'on serve l'équité sociale lorsqu'on dit finalement tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas maîtriser les codes du français, l'orthographe, etc. Donc soyons moins regardants vis-à-vis de l'orthographe. Je pense que c'est en visant des habiletés particulières, en enseignant ces habiletés particulières qui, au bout du compte, font des différences, qu'on lutte contre les inégalités sociales. Ce que je dis là peut apparaître assez en l'air, mais je pense par exemple à un article qui était paru il y a de ça quelques années dans la Revue française de pédagogie, où l'auteur, dont j'ai oublié le nom, analysait les projets d'école. Et il montrait que plus une école était défavorisée, moins les projets d'école étaient centrés sur le scolaire. Plus c'était de l'animation, du sport, etc., etc. Alors que lorsque vous alliez vers les établissements scolaires les plus favorisés, les projets scolaires étaient beaucoup plus fortement centrés sur les acquisitions scolaires. Je pense qu'en faisant ça, et peut-être dans une
avec une idéologie très comment dire, très bien, je veux dire, très a priori juste, finalement, on va créer des injustices encore plus importantes. Voilà ce que je peux répondre. Ok, merci beaucoup Pascal Bressou pour votre intervention et pour vos réponses aux questions.